Bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la fuite vers les étoiles, chapitre 8, le monde illuminé. Aujourd'hui est un grand jour pour l'humanité tout entière. Le rêve d'atteindre Kaibinos se rapproche. En présence de tous les représentants de la sphère, Ben Beckman a effectué le premier essai de sa centrale à désintégration particulière hier en fin d'après-midi. Le sujet courageux qui a pris l'initiative de risquer sa vie n'est autre qu'une jeune femme originaire d'Asila, une ville réputée pour l'amabilité de ses citoyens. Amal Saoud est son nom. Il restera gravé dans l'histoire de la conquête spatiale. Le professeur Beckman s'est dit infiniment soulagé et confiant pour la suite de la mission La fuite vers les étoiles. Il prévoit en effet de transiter la centrale vers Mars où se trouvent déjà les canons à particules nécessaires pour propulser l'homme dans l'espace. Restez à l'écoute, les prochains jours risquent d'être riches en événements. Amal ordonna à la télégraphie de s'éteindre. Elle n'en revenait toujours pas. Que s'était-il passé à l'intérieur de la centrale? Pourquoi s'était-elle réveillée au milieu d'une ovation assourdissante? Elle n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé, mais profitait à présent d'une notoriété inattendue. Devenir célèbre était la dernière de ses priorités. Elle se moquait qu'on la berce de louanges. D'ailleurs, la situation la dépassait. Elle n'avait rien fait pour mériter pareil engouement. Tout au plus avait-elle survécu à une expérience dont elle ignorait les ressorts. Il n'y avait strictement aucune fierté à en retirer. Cependant, elle n'allait pas s'en plaindre. Les journalistes se succédaient à son chevet pour obtenir une interview exclusive. Elle répondait à leurs questions parfois indiscrètes avec le sens de l'humour qui la caractérisait, et dénonça sans tabou l'enfer qu'elle avait vécu tout au long de son enfance. Confortablement installée dans un sofa Rubicon, Amal profitait de ces moments de privilège avec une rare lucidité. Dire que 4 jours auparavant elle était encore séquestrée dans sa chambre sous la surveillance de ses parents, elle éclata de rire à l'idée qu'il la découvre à la télégraphie, rayonnante d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Mieux, Ben la considérait comme partie intégrante de la mission pour Kaibinos et l'avait invitée à rejoindre le monde illuminé à la surface. Amal accueillait les journalistes dans un salon épuré, où les tables cristallines côtoyaient des sofas en velours. Une baie vitrée lui offrit une vue saisissante sur l'université de Grunberg, celle où le professeur Beckman avait étudié dans sa jeunesse et enseignait désormais. « Que pensez-vous de cette mission ? Vous rendez-vous compte du tournant de votre vie ? Votre vie sentimentale se déroule-t-elle selon vos souhaits ?» Amal était effarée par la multitude d'interrogations importunes que les journalistes se plaisaient à aborder. Elle éludait la plupart d'entre elles en revenant toujours sur son passé accablant. De ce fait, les journalistes finissaient par clore la conversation abruptement, comprenant qu'ils n'obtiendraient pas d'informations croustillantes pour satisfaire les adeptes de la curiosité déplacée. Le transfert de la centrale jusqu'au centre aérospatial de Necropolis, situé en surface, à proximité de l'université et des centrales solaires, avait demandé une procédure délicate. Les scientifiques de la sphère avaient dû scinder les différents composants pour les transporter un à un vers l'ascenseur antigravitationnel. Le président Audar eut la bonté d'accepter de leur fournir sa capsule personnelle, pouvant supporter un poids de plus de 10 tonnes. Une main-d'œuvre supplémentaire ne fut pas de trop pour rassembler la centrale près de la navette Space Beyond dans son hangar gigantesque réservé à l'élite de la sphère. Ben prévoyait d'effectuer le voyage vers Mars une semaine plus tard, le temps que le peuple et lui se remettent de ses émotions. Le président Audar invita les scientifiques et les politiciens à un généreux banquet implanté aux abords de l'université pour fêter dignement la réussite du projet. Amal y participa également, se délectant des mets alléchants préparés par les plus grands maîtres queux du pays. L'ambiance festive dura toute la nuit, et Amal vit pour la première fois le ciel nocturne parsemé d'une kyrielle d'étoiles brillantes. Le dôme titanesque qui recouvrait ce secteur extérieur de Necropolis scintillait sur leurs rayons, donnant l'illusion d'un ciel serti de gemmes. Le revers de la médaille était la chaleur insoutenable du jour. Dès l'aube, le soleil dardait sa lumière sur le faîte du dôme, et malgré sa protection indéniable, la température atteignait des valeurs exceptionnelles. La végétation peinait à se développer autour de l'université, et les étudiants prenaient soin de s'abriter dans les couloirs ou sous les préaux pendant les heures de pause. La dévastation de la canicule était édifiante dès lors qu'Amal porta son regard au-delà de la coupole. Sans bouclier efficace, la terre mourait et se craquelait. Le contraste crevait la rétine. Aucune couleur, sinon un gris pâle. Aucune pierre, aucun relief à perte de vue. Un monde souffrant, peut-être déjà mort. Amal n'avait jamais compris pourquoi les humains se réfugiaient sous la terre, alors qu'il était possible de vivre à la surface, possible sous un dôme. Des mots prononcés autrefois par son père s'ouvrirent soudain à sa compréhension. La nature est le fruit de Dieu, les hommes sont le fruit de la nature, la technologie est le fruit de l'homme, ces fruits sont issus d'un même arbre, les fruits mûrissent et finissent par pourrir, la volonté en a décidé ainsi,
et quand un fruit se gâte dans un arbre, les autres ne tardent pas à l'imiter. La mort du soleil entraîne la mort de la nature, qui engendre la mort de l'homme et par conséquence directe la disparition de la technologie. C'est un cycle immuable, chercher à le briser n'est que pur fantasme. Elle n'était pas d'accord, et ce refus suivait la continuité de ses changements d'opinion. Peu importe qui dirigeait l'avenir de l'univers, elle songea que si les hommes parvenaient par le biais de leur technologie à échapper à leur sort funeste, le cycle immuable serait brisé. Le fruit de la nature serait épargné par la pourriture. Amal prit conscience de ses nouveaux engagements. Elle assisterait Ben Beckman jusqu'au terme de sa mission. Elle voyagerait vers l'exoplanète Kaibinos s'il le fallait. Kaibinos est l'avenir de l'humanité, j'en suis persuadé. Le dernier journaliste qui l'interviewa quitta le salon avec raideur, le sourire aux lèvres. La semaine précédant le départ de la navette Space Beyond pour la station Fate était passé à toute vitesse pour Amal. Immergée dans un quotidien paresseux et luxueux, elle n'avait pas vu le temps défiler. Aujourd'hui, elle devait se rendre au centre aérospatial en compagnie du professeur Beckman et du président Hodar. Un majordome plus âgé qu'elle l'accompagna en l'abritant d'une ombrelle. Lorsqu'elle arriva dans le hangar fourmillant d'activités, elle se dirigea aussitôt vers Hodar qui discutait avec un politicien. « Je suis heureux d'apprendre que les résistants ont stoppé leur mouvement. Tous les tués auraient terni mon image au niveau international. Veillez à ne pas ébruiter l'affaire pendant mon absence. Necropolis connaît des tensions depuis longtemps, mais l'annonce de la mort de 15 personnes sur les parvis de la sphère pourrait sérieusement entacher notre réputation. Bien, monsieur le président, je vous souhaite un agréable voyage. » Le politicien s'inclina respectueusement avant de rejoindre sa femme qui buvait son thé non loin de là. Hodar accueillit Amal avec un enthousiasme non dissimulé. « Ah, ma princesse Saoud, tu es ravissante. La salle de séjour t'a plu? Les journalistes n'ont pas été trop pénibles? J'ai passé une excellente semaine, la meilleure de mon existence, et je vous en remercie. » Elle s'étonnait elle-même de l'assurance de sa voix. Jamais elle ne se serait crue capable de converser aussi aisément avec le président de la sphère. Elle n'avait qu'une hâte d'entrer dans la navette et de poser le pied sur Mars. Sur Mars. Elle avait du mal à y croire. Le bonheur qu'elle recevait était constant depuis qu'elle avait quitté Asila. La dose lui semblait d'autant plus excessive qu'elle n'était pas accoutumée à éprouver une telle euphorie. « Je suis tombée malade de bonheur, » pensa-t-elle avec amusement. « Le personnel de bord nous a assuré que le voyage se passerait sous les meilleurs auspices, » déclara le président. « La centrale a été traitée avec faveur, ses réacteurs ont été disposés dans les chambres d'incubation. Le départ est prévu dans 3 heures. L'astronome Hendrik vous conduira à votre compartiment, je vous rejoindrai plus tard. »« Merci encore, monsieur le président, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. » Hodar lui adressa un sourire où Amal déchiffra les symptômes de la nervosité. Elle n'aurait su en exprimer la cause, mais il paraissait évident qu'Hodar était la proie d'une angoisse tangible. Le voyage s'annonçait-il aussi réjouissant qu'il le supposa? Amal fut parcourue d'un frisson. Elle s'avança vers la passerelle déployée sous la navette, la joie laissant peu à peu la place à l'appréhension. Que lui réservait cette première traversée spatiale?